Radio Pluton. Radio Pluton. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Radio Pluton dans un décor un peu spécial avec un invité tout d'abord que vous connaissez déjà, David Leher. Bonjour David. Bonjour. Et un invité un peu spécial qui nous a invités d'ailleurs dans ses bureaux et qui nous fait l'honneur de nous recevoir pour parler vélo pendant une petite heure. Bonjour Patrick Lefebvre. Bonjour. Merci de nous recevoir tout d'abord et on a envie d'introduire ce podcast en vous demandant comment vous allez. On sait que vous avez eu des petits soucis de santé, on sent que vous êtes mieux en tout cas. Non, j'ai été loin, j'étais un mois dans l'hôpital. C'était très grave, mais bon, maintenant tout le monde dit que j'ai une bonne mine. Mais malheureusement, je crains que même dans mon cercueil, je vais avoir une bonne mine. C'est mon pot qui est comme ça. Mais là, j'étais quand même très mal. Ce qu'on peut savoir, Patrick, on ne va pas revenir trop longtemps là-dessus, pas trop vous ennuyer avec ça évidemment, mais quel a été le problème exactement? Ça ne se crée pas dans une semaine, je crois, parce que tout le monde dit que c'était le foie, parce que j'aime l'alcool, tout le monde le sait, mais le foie, il est là, et l'abcès, il était là. Donc, tout le monde ici dans la salle peut l'avoir. Il y a Yo Planker qui a une amie, c'est sur les poumons. Donc, ça grandit. Il y avait un abcès de 10 sur 10 sur 12. Donc, ça ne viendra pas dans un jour. Hein. Ça fait plusieurs semaines que c'était là. Et tu peux avoir une marque de 40 et j'avais 400. Donc c'est 400? Oui, c'est mortel. Et J'étais en train de me poisonner. Vous avez passé un mois à l'hôpital. Oui. Et je me souviens d'un échange que nous avions eu, bref évidemment, où vous m'aviez fait très peur parce que vous aviez dit si tu connais quelqu'un là-haut... Même dans l'hôpital, j'ai de l'humeur. Non, exact, mais c'était grave à ce point-là. Il y a beaucoup de choses que je ne me rappelle plus. Donc j'étais là avec des Baxter, antibiotiques, morphine, tout ça. Donc, comme moi je suis quelqu'un très libre. J'étais un mois à Louvain à l'époque avec mon pancréas, mais c'est un mémoire très loin de 2000. Vraiment, cette circonstance ne faut pas oublier. Mais le lit était comme ça, de l'hôpital, et ça faisait un bruit pour ne pas avoir des blessures sur le dos. Ça gonflait, ça dégonflait, ça fait des bruits, ça me rendait nerveux la nuit, parce que je ne savais pas dormir. Cancer du pancréas en 2000, Tumeur, pardon. Pancréas. Tumeur du pancréas en 2000, Covid. Oui, exactement, Covid, où vous avez été loin, on peut dire ça aussi. Est-ce qu'on peut dire que Patrick Lefebvre est un survivant? J'espère. On en parlera en 10 ans. Si Dieu le permet. Ouais. Aujourd'hui, vous vous sentez mieux? Ouais, j'ai encore un petit peu je suis perdu de 10 kilos, ça c'est une bonne chose. C'est que des vêtements que tu dois acheter, non? C'est pas... Mais j'ai encore des contradictions de médicaments que je dois prendre parce que j'ai encore quelque chose dans le foie, comment on dit en français? Un œdème? Un bloedklonter. Un caillot de sang. Ouais, comme quelqu'un a le flubite dans la jambe. Okay, J'ai dans le foie, il ne va pas sortir apparemment, mais il doit disparaître. Il doit disparaître, ouais. C'est ça. Et alors, Patrick, vous nous aviez dit que vous ne buvez plus d'alcool du tout depuis... 3 novembre. Depuis 3 novembre. Et ça va, tout se passe bien? J'ai sorti d'une fête, tout de suite dans le Spout. Oui, aux urgences, oui. Ouais. Ouais. Et donc vous ne buvez plus d'alcool, c'est quelque chose, on sait, dans le milieu du vélo, il y a des fêtes et c'est tout à fait normal. Après des victoires, etc., c'est pas trop compliqué quand on n'a pas encore gagné, hein. J'ai plus une équipe. Non, les gens respectent. D'accord. Je ne vais pas souvent au restaurant, mais ils respectent, et moi aussi. J'ai vécu ça déjà dans l'année 2000, et j'ai un caractère, quand je dis non, c'est non. Vous vous imaginez ne plus boire d'une goutte d'alcool jusqu'à la fin de votre vie? Non. Okay. Si je meurs demain, oui, mais... non, j'aime quand même un petit peu vivre. Est-ce qu'on verra Patrick Lefebvre sur les classiques, par exemple, encore sur des courses ou... Oui, je vais être invité
à travers la Flandre, Arlbeek, tout le Flandre. C'est plutôt dans le VIP que vous allez me trouver, pas dans la voiture. Bon, on va parler un peu de cyclisme, de l'actualité. On a préparé 3 débats, Patrick. Avant chaque débat, nous, dans Radio Peloton, on a l'habitude de faire juste un petit quiz pour s'amuser un peu. Je vous ai concocté un quiz un peu pour vous. Tout d'abord, première question, parce que le premier débat va être en rapport avec l'équipe Soudal Quick-Step, évidemment, qui se réinvente un petit peu cette année, après le départ de Remco Evenepoel. Combien de top 10 la Soudal Quick-Step a-t-elle eu sur les monuments en 2025 ? Bonne question. David, tu peux répondre aussi. De top 10 ? Ouais. 1. Qui ? Un certain Remco, peut-être ? Oui, exact. Effectivement. Et Lombardie. Lombardie. Deuxième. Non, Liège, pas de top 10 à Liège. Donc on sait que c'est une équipe qui veut se réinventer sur les classiques maintenant, avec Jürgen Forêt, votre successeur, avec des nouveaux coureurs aussi, Remco qui est parti. Vous y croyez, vous, à cette transition ? Ça va prendre du temps, peut-être ? Tout le monde qui se rappelle un petit peu du cyclisme, il n'y a pas loin, que notre équipe était très forte à l'arche, donc à largeur, donc notre tactique est strangler les autres avec le nombre de coureurs qu'on avait avant. Bon, une fois qu'il y a des coureurs qui sont venus, comme Tadej, Mathieu et Wout, cette tactique n'a plus travaillé comme il fallait. Heureusement pour nous, le dernier monument qu'on a gagné dans les Flandres, je dirais, c'est Remco, c'était avec Kasper Asgreen qui a battu Mathieu dans le sprint autour de Flandre, que tout le monde a pensé que c'est impossible, tandis que nous on su que c'était possible. Ouais. Il y a eu des transferts cet hiver pour remplacer Remco, en nombre en tout cas, parce qu'évidemment on ne peut pas trouver un grimpeur comme Remco aussi facilement, mais Stuyven, Van Baarle, Lorenz Rex, ce sont des bonnes recrues selon vous ? Laurent Rex était un coureur très fort, je savais déjà. Je pense qu'il y a quelques années, j'ai voulu le prendre, mais vous savez, les coureurs sont toujours très nerveux, surtout les agents. Ils veulent signer au mois de mars, février déjà, tandis que moi, je veux quand même voir quelques résultats. Donc, je l'ai loupé, mais je crois que c'est pas un gagnant. D'accord, c'est pas quelqu'un qui peut gagner un monument. J'espère pour lui, oui. Oui. Et quand il a la liberté, mais ce sera difficile. Stuyven et Van Baarle, chacun d'eux a gagné un monument. Jasper a gagné Sanremo et Van Baarle Roubaix. Mais avec les talents qu'ils sont aujourd'hui, je leur souhaite toute la chance et le bonheur qu'ils ont besoin, mais ce sera dur. Est-ce que la chance de Quick-Step maintenant, par rapport à tous ces talents dont vous venez de parler, ces talents hors normes, c'est pas le nombre et c'est pas justement ce qu'il va falloir espérer faire, c'est mettre un peu le bazar en étant nombreux? Le bazar. Je sais pas si vous regardez le cyclisme, il y a certains gens qui partent à 80 km de l'arrivée. Donc, quand est-ce que tu mets le bazar au départ, comme les petites équipes? Non. J'espère que nous sommes encore au-dessus de ce niveau-là. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est devenu compliqué face à Pogačar notamment, même d'exister et d'aller le titiller. On n'avait pas vu ça depuis l'époque de Merckx. Hein. Dans l'époque, on gérait les courses, on espérait de le faire très dur. Je pense que les derniers échappés mémorables, c'était 2 de mon équipe. C'était Johan et Tom qui partent à Roubaix, tout seul à 50 km de l'arrivée. Et puis, dans cette époque-là, c'était rare. Ouais. On mise beaucoup chez Quick-Step sur Paul Magnier. C'est Soudal Quick-Step. Pardon, chez Soudal Quick-Step. On mise beaucoup sur Paul Magnier. Est-ce qu'on mise trop déjà maintenant? Il faut lui laisser le temps de grandir ou... Je le crains, mais bon, on voit aujourd'hui dans le cyclisme, ce qui est bon arrive vite. C'est un coureur sans complexe, très gentil, peut-être un petit peu trop gentil. J'ai vu l'année passée, j'espère qu'il a fait beaucoup de progrès cet hiver. Tu vois, c'est un sprinter mince, il n'est pas gros. Tu vois quand il a été battu par Groenewegen, c'est un Groenewegen très musclé,
C'est le Groenewegen qu'on a vu à l'époque. Et Paul est assez fin pour un sprinter. Il a travaillé beaucoup sur la force. Mais j'ai vu l'année passée dans le Giro, dans la finale, peut-être manque de domestiques. Il était boxé d'un côté à l'autre. Il faisait 4e, 5e, tout ça. Seulement à la fin de l'année, quand les autres étaient un petit peu fatigués, mais c'est pas un rapproche, hein, loin de ça, parce qu'ils font 60 courses dans l'année, donc ils ne doivent pas se plaindre. Il a gagné 9 courses. Hein. Ouais. Là aussi, il y a des recrues pour aider Paul Magnier à être moins enfermé dans les sprints. Il y a ceux qu'on a cités. Stuyven a quand même beaucoup aidé Jonathan Milan à une époque. Il y a aussi Fabio Van Den Bosch, par exemple. Fabio Van Bosch est mort, que j'ai vu à l'Australie aussi. Mais bon, j'espère qu'ils vont trouver, comme on dit en flamand, je ne sais pas en français, le clic. Oui, ben, le clic. Qui est nécessaire pour créer une équipe que l'un veut travailler pour l'autre. Parce que je sais que Jasper est parti de Trek, l'île Trek. Il a passé toute sa carrière là-bas presque. Pour avoir encore des ambitions personnelles. Oui, c'est vrai. Donc, il ne va pas battre le sprint les plus vite, comme Milan et tout ça. Mais je pense que pour le moment, le seul qui peut battre Milan, il l'a prouvé l'année passée, c'était Tim Elliott. Mais qui est, pour l'instant, excusez-moi la parole, un petit peu dans la merde. Oui, un peu blessé. Il souffre avec les genoux. Ouais. Vous avez des nouvelles à ce propos? On sait que sa reprise a été repoussée. J'avais piété avec lui quand je vois à Lula, où il a gagné 2 étapes l'année passée, puis par suite UAE Tour. Donc c'était son époque, mais il a été toute l'année là-bas, sinon tu ne gagnais pas, c'était quoi, 18 courses? 18. Donc je pensais qu'il était un petit peu désespéré, je l'ai téléphoné, il dit oui. Ils n'ont pas trouvé tout d'abord qu'est-ce que c'était. Il n'avait pas changé les souliers, il a mis les souliers qu'il a gagnés l'année passée. Il a 4 vélos, c'est exactement avec toutes les mesures qu'il puisse faire aujourd'hui. Il n'y a rien qui a changé, il a pris le mal du genou, il a eu des infiltrations. Et puis, tu épargnes les genoux, c'est histoire ça. Et en épargnant les genoux, l'autre commence à faire mal. Bah oui. La compensation, ouais. C'est marrant que vous parliez de ça parce que c'était une des prochaines questions. Est-ce que vous avez encore des contacts réguliers avec les coureurs actuels de l'équipe ou avec tout le monde. Staff? Par exemple, j'ai jamais parlé avec Stuyven. Van Baarle, encore moins. Parce que je suis à retraite et j'ai peur avec ça. Je ne suis pas un homme frustré qui va être là dans les courses pour dire « Hey Jasper, tu me reconnais encore ?» Non, je suis au-dessus de ça. J'ai fait ma carrière, je suis très content. Quel est le coureur de chez Soudal Quick-Step avec lequel vous avez encore le plus de contacts maintenant? C'est plutôt le staff. Le staff? Et les vieux. Et qui dans le staff? Peters, Van Moll, quelques soigneurs, Molly, le mécano, Nicolas, tout ça, oui. Mais je sais par exemple que certains coureurs mettent des messages très positifs à votre sujet, notamment Yves Lampard. Oui, Lampi, tout ça, ils m'ont envoyé des messages. Mais quand j'étais dans l'hôpital pour la première fois dans ma vie, je n'ai pas répondu à leurs messages. Je n'ai pas raccroché le téléphone parce que je ne pouvais pas. Non, bien sûr. Mais oui, c'est-à-dire, eux, ils ont... Mais leur vie continue, ils sont jeunes, ils ont une maison à payer, ils ont des enfants. Donc c'est normal. Et ce n'est pas un rapproche, qui tourne un petit peu leur cou, d'où l'argent vient. En flamand, on a une très belle expression. Wiens woord men spreekt, wiens brood men eet. Oui, bah oui. Tu connais? Oui. Tu peux traduire, s'il vous plaît? Donc c'est qui me... Tu parles la parole de ce qui paye, ton pain. Voilà, de celui qui te paye. Ça doit exister. En italien, ça existe. Donc vous le disiez, il y a des coureurs avec qui vous êtes encore en contact. Merlier notamment, à propos de sa blessure, il y en a qui peuvent encore vous demander des petits conseils ou c'est complètement terminé? Je ne vais pas m'opposer. Hein. S'ils me téléphonent, je vais donner un conseil. Si je peux les aider, je vais les aider. Gratuit. Mais bon, moi je suis un vieux, hein, 71 ans. Donc maintenant, il y a plusieurs diétistes. Parfois j'ai pitié. Hein.
Donc ils mesurent avec l'horloge combien de calories qu'ils ont consommé. Ils arrivent avec un petit plat, le même calories de ce que tu as consommé. C'est pas votre conception de la manière dont on travaillait? Non, le diète, je suis le premier qui a travaillé avec la diète. Allez, encore. Avec un psychologue, parce que maintenant c'est grave, hein. Les problèmes mentaux, ils ne supportent plus. Hein. Ils arrivent chez les pros, ils font déjà tout ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est un danger dans le vélo dont on ne parle pas assez? Oui. Si tu n'as pas une tête dure, tu vas plier. C'est ça, si tu n'as pas une tête solide. Pour la pression pour faire des résultats, la responsabilité d'un contrat, parce que ça pèse. Il y a des équipes qui disparaissent. C'est une très belle histoire, hein, l'auto Intermarché, mais ce n'est pas une belle histoire. Hein. C'est une équipe qui disparaît. Avec des coureurs qui sont des victimes, le personnel surtout. Il y avait cette équipe Wagner qui n'était pas, c'était peut-être mieux qu'ils disparaissent. En France, tu vois, les sponsors reprennent l'équipe, c'est une bonne chose. Mais il y a une sélection, tu vois, des grands pays comme l'Italie, ils n'ont plus des équipes. Non, hein. tout à fait. Espagne, hein. Pour terminer sur la Soudal Quick-Step, vous avez eu, enfin indirectement maintenant puisqu'il a changé d'équipe, mais vous avez eu des contacts avec Remco Evenepoel au moment de son transfert par exemple? Encore hier. Oui. Ouais, WhatsApp. Vous restez très, très lié à Je ne vais pas le faire WhatsApp chaque jour. Ils disent, la maman m'envoie, surtout quand j'étais à l'hôpital ou après, ou avec mon anniversaire qui est récent. Mais c'est pas moi qui... Bon, maintenant quand il gagne, il ne va pas toujours envoyer. Hein. Ça fait beaucoup de messages envoyés. Oui, mais j'ai fait des messages très clairs aussi dans la presse. Il reste un petit peu, malgré tout ce qui s'est passé, mon poulain. Hein. Mais c'est ce que j'allais dire, il est un peu votre poulain, comme l'a été Tom Bonnen, comme l'a été Johan Muset, ou c'est différent? Chacun, c'est différent. Moi, je trouve que le cyclisme est devenu beaucoup plus beau, hein, pour regarder. Ils disent, oui, c'est énervant qu'il y a quelqu'un qui est parti 50 km, mais c'est à les autres de faire les tactiques. Hein. Comme moi, je suis directeur sportif de l'équipe nationale à Zurich, Tadej ne gagne pas. D'accord. Ah oui, vous pensez? Non, je suis sûr. Qu'est-ce que vous faites? Rouler. Pas d'un coup un ou l'autre, vous organisez. Et maintenant, à la fin, il était mort. Hein. Et quelques pays, tu parles quand même. Maintenant, ils sont dans la voiture comme ça. Moi, j'allais à la 25e voiture. Hein. Hey, tu mets un mec tout à l'heure? Et maintenant, il dit, non, il y a encore une côte, on est fatigué, on verra. Et puis, quand la vache est comment on dit, quand elle est verdronken. Elle est Dans l'eau. Oui. Quand la vache est morte, il y a un autre qui vient. Non, tu fais collectif, c'est la seule façon de battre un champion. On a trop vite roulé pour la deuxième place ce jour-là, à Zurich? Non, pour son propre intérêt. D'un coup, tu réserves un coureur, et tu fais rouler les autres, jusqu'ils sont au bout, ça c'est une équipe. D'accord. Et après, le leader, un des gens qui sont encore frais, ils vont, mais je suis convaincu qu'il est battable. Ouais. Mais c'est un super mec aussi, sympa, hein, Ouais. parce qu'il est là dans la salle de notre hôtel, avec Urska, qui roule chez nous d'ailleurs, et nous, je dis tout chez nous. Et personne ne le remarque. Hein. Il est là, il est arrivé avec son vélo Colnago chez les Mécano, il dit, ouais, le mec, je peux mettre ma bicyclette ici parce que je voudrais prendre un solo avec Urska. Et tout de suite, le mécano, il pèse, il mesure. C'est fou, quoi. Ouais. À Zurich aussi, peut-être ce qui l'a aidé, c'est qu'il n'y ait pas d'oreillette. C'est plus dur de s'organiser. Et il a peut-être aussi eu un effet de surprise en attaquant aussitôt. On est des pros, quand même. S'ils ne savent plus rien faire sans oreillette, je suis l'inventeur d'oreillettes. Hein. Moi, je l'ai usé la première fois en 1993. Okay. Et je suis convaincu que c'est nécessaire parce qu'on est professionnel. Et c'est honteux qu'ils ne puissent pas avoir dans les mondiaux. D'accord. Mais moi, j'ai toujours laissé l'instinct. Quand Tom est parti à 50 km l'arrivée, qu'il a lâché Niki, et dans l'époque aussi, Johan, j'ai dit, attends ton copain.
Non. Et quand Johan, à l'époque, il partait dans le Tom Bossestraat, c'est une côte sur les 27 côtes qui ne compte pas beaucoup, mais le coureur est quand même un gut feeling, comme on dit. Et si tu enlèves ça, qu'est-ce que tu as? Un robot. C'est vrai. Ouais. On va parler de la domination des UAE et de Pogačar, on en a déjà un petit peu parlé. Le petit quiz sur ce débat-là, combien de victoires a remporté la Quick-Step Floors en 2018? C'était votre record en 2018. 72. 73. Pas loin, bien. Vous auriez imaginé à l'époque que c'était possible, quand vous avez gagné 73 victoires, que quelques années plus tard, une équipe approcherait les 100 victoires, 97 en 2025. Je suis un historique, moi. J'ai étudié l'histoire. Non, moi-même. Ouais. La domination de UAE qui semble recommencer cette année, c'est une bonne chose pour le cyclisme ou une mauvaise chose pour le cyclisme? C'est à vous à juger. Mais vous avez votre avis quand même sur la question. C'est naturellement pas gay, mais tout le monde a eu le choix de le faire. C'est à l'argent quand même. Janet, il téléphone le chèque ou le responsable du chèque, on peut prendre ça coûte autant, oui. Il y a un petit sentiment d'injustice quand on est manager d'une équipe et c'est pas facile de trouver des sponsors, de trouver de l'argent et qu'il y a d'autres. En Flandre, non. Quand tu es un petit flamand, et je ne suis pas discrète, non. On n'a que la Flandre. La Belgique, je ne parle pas encore de la Wallonie. Mais tu vois, les Français, la politique aide. Moi, j'étais sur l'Élysée avec Sarkozy. C'est lui qui réglait Française des Jeux et le sponsor de Bernardo. Vous voulez dire qu'il n'y a pas assez de soutien ici? Il n'y a pas de soutien. C'est ça. Tu dois avoir la chance que moi j'ai trouvé Bacala à l'époque, qui est toujours là d'ailleurs. Ouais. Et puis des sponsors très fidèles, comme la Texco, petit sponsor peut-être dans les Jeux déjà, mais qui est resté 30 ans. Quick-Step qui est toujours là, que j'ai trouvé en 99. Et Soudal est déjà longtemps dans le cyclisme, sont des gens très fidèles. Mais naturellement, France de Côte est le premier qui a dit à moi, Patrick, quand les grands mastodons ils vont arriver, on peut fermer le livre. Et déjà dans l'époque 99-2000, ça fait 26 années. Mais on n'a pas fait mauvais avec le moyen qu'on avait. Mais je ne regrette pas d'être arrêté. Et peut revenir sur UAE. Chacun de ces coureurs peut être leader dans une autre équipe. Ouais. Et ils approchent les 100 victoires sans sprinter. En 2018, vous aviez Jacobsen, Viviani, Gaviria, Alvaro Hodge. C'était toujours ma force dans l'époque. Quand tu gagnais très tôt dans les saisons, peut-être dans le jeu des gens, des petites courses, ça porte de tranquillité dans l'équipe. Ouais, parfois, il y a une certaine euphorie qui arrive. Tout le monde est content. Et puis, il y a des grandes choses qui arrivent. Vous vous souvenez, j'ai beaucoup travaillé sur le nerf des journalistes. Quand ils étaient là avec leur bilan, je disais, moi je suis un instituteur de l'école. Liège, c'est le premier trimestre. Tours, c'est le deuxième trimestre. Et Lombardie, c'est le troisième trimestre. Mais on peut quand même le dire, c'est plus facile quand il y a déjà des victoires avant le Newsblad pour une équipe belge. Ah oui, certainement, nous sommes belges. On veut gagner très tôt. Moi, je me rappelle une période, l'auto, avec Sergent, il n'a pas gagné au mois de mai encore. Ouais, on en parlait beaucoup à l'époque. Déjà au Newsblad, on leur disait... ah oui, à nous alors. Ouais. Ça met de la nervosité. On était à 4 à l'échappée, 3 de nous et l'anglais fort là, qui les a battus. Ouais. Et puis le lendemain, il fallait gagner Kuurne, la petite récompensation. Vous l'aviez gagné? Je ne me souviens plus parce qu'on se souvient tellement de Stannard qu'on a oublié. Je pense. Mais moi, je n'étais pas nerveux dans l'époque. J'étais fâché s'il ne faisait pas la tactique. C'est ça. Mais quand tu as quelqu'un qui est plus fort, j'ai dû apprendre à perdre. Ah, oui, c'est ça. Je déteste perdre. Mais c'est important pour un sportif de haut niveau, pour un manager, de savoir perdre aussi. Non, de vouloir vaincre. Oui, bien sûr, mais d'accepter. Parce qu'il y en a, maintenant, ils ont deuxième. Au troisième, ils sont contents. Comment tu peux être content avec le deuxième ou le troisième? Ça, c'est l'effet Pogačar. Je ne comprends pas. Ouais. N'oubliez pas, dans l'époque, on avait 72 victoires, 3, excuse-moi, qu'on avait encore presque 42e place.
Ouais. Au-delà des victoires de UAE Emirates, il y a aussi parfois l'attitude. On se souvient, au dernier Tour de France, on leur a reproché de vouloir trop cadenasser la course, à Nils Pollitt par exemple, de faire trop la police contre les échappés, etc., qui voulaient se montrer. Vous comprenez C'est de ça? tout le temps. Hein. Tu vois, tu crois que vous êtes jeune. Hein. Que l'équipe de Molteni était très facile. D'accord, c'était déjà comme ça. Il y avait aussi quelques généraux. Hein. C'est de toute l'époque. Ouais, pour toi, pardon, pour vous, c'est pas quelque chose de nouveau. Non. Les gens sont plus habitués peut-être. C'est un certain arrogance peut-être dans les jeux. Mais vous vous souvenez, l'époque, Cancellara et Voigt emmenaient le peloton ou le groupe sur le Tourmalet, qu'ils étaient devenus grimpeurs. Ouais. Je ne sais pas que vous avez remarqué, moi j'ai remarqué que j'avais plus rien dans le groupe de vent. Très juste. Est-ce qu'il y a des solutions selon vous? Est-ce qu'il faut en trouver pour limiter la domination du UAE? On a déjà parlé de fair play, de limitation de salary cap, etc. Même qu'on a souffert de ça, je suis contre. Je suis un démocrate. Contre un salary cap. Ouais. Tu vois le basket en Amérique, il y a un cap, mais il y a un cap que LeBron il gagne presque autant que tout le budget d'une équipe. Donc c'est quoi un cap? Dans le foot, maintenant tu vois, malheureusement pour moi, maintenant ils commencent à acheter des coureurs, comme ils ont fait avec Remco. Si c'était dans mon époque comme ça, j'avais 3 appartements à Monaco. Donc j'ai toujours été payé normal, mais maintenant ça va devenir plus et plus. Hein. Vous comprenez cette évolution, qu'on casse des contrats, qu'on les rachète maintenant dans le vélo? Je le comprends, mais je ne suis pas fan d'une façon, parce que moi j'étais vendre le projet Remco chez Soudal pour 5 ans. Et puis après 3 ans, la merde commence. Et puis finalement, il n'a pas fait 27, excuse-moi, 26. Et c'est un sponsor qui prend ça mal. Et l'équipe ne fait pas des résultats. Maintenant, Soudal, ils ont signé jusqu'à 30, c'est bien pour notre équipe. C'est toujours notre. Mais ce sont des gens fidèles. C'est ça. Il y en a des autres. Hein. Ça aurait pu être un danger, imaginons, dans un an, les résultats ne sont pas à la hauteur, qu'on reproche du côté du sponsor d'avoir laissé partir Remco. Il y en a qui vont le faire, oui. C'est ça. Je pense, mais je ne vais pas dire non, parce que je suis pas rancuneux et toujours très content que des gens ont fait ça. Mais je connais des gens qui vont être mécontents. Je connais des gens qui sont capables de, pas dans notre équipe maintenant, qui sont capables de venir discuter sur le budget. On a acheté ça, et vous ne m'avez pas apporté ça. Tandis que moi j'ai toujours dit, on est avec des humains, pas des robots. Dans l'époque de Dr. Squincy, me téléphonait tout le matin des grands cours, je dis Patrick, tu vas gagner. Je dis, docteur, on va faire notre meilleur. On va faire le meilleur possible. Oui. Mais j'ai jamais promis une victoire. Quelle est la solution pour lutter contre les mastodontes UAE notamment? C'est de trouver le futur grand talent? Nous, aussi là, j'étais premier à collecter des jeunes, de faire une équipe d'Evo. Ça ne savais pas le nom d'Evo, mais aller dans l'époque, ma paye, tout ça, j'étais le premier à faire ça. Et comme j'ai dit, le succès, ça va être copié. Maintenant, c'est un petit peu exagéré de l'autre façon. Ils vont aller récupérer des débutants. Moi, je suis d'une vieille école. Je vois un gamin devant moi. Il a la barbe. C'est encore un gamin ou c'est un homme? Tu as des gamins de 17 ans et tu as un homme de 17 ans. Ils vont encore étudier ou ils sont déjà full-time pro. J'ai vu tout ça. Hein. C'est ça. Et vous préférez quoi quand ils gardent une certaine discipline scolaire aussi pendant un temps? Oui. C'est pas bon quand on se met trop tôt sur le vélo à 100%? Moi, j'ai toujours étudié, tandis qu'il y a des concurrents. Dans l'époque, Jean-Luc Van Bourg, il était pro depuis ses 16 ans. C'était dur de lutter contre ça. Mais le jour que je me suis arrêté d'étudier, j'ai tombé presque dans un trou du temps.
Je suis quelqu'un qui me lève très tôt le matin. Et j'étais là à 6 heures au petit déjeuner. S'il faisait beau, à 8 heures, j'étais parti. Et puis, tu t'entraînes et à midi, tu es à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire bonjour à Tante Maria, au oncle André. Qu'est-ce que tu fais? Quand ils sont encore en train de travailler, tu les amènes. Mais ma toute dernière question par rapport à ça, Patrick, c'est ce sont les équipes qui doivent mettre des choses en place et arrêter de prendre les coureurs de plus en plus jeunes et en faire des pros, des gamins pros, comme vous disiez. Non, non, tu regardes dans le foot, tu vas recruter des gamins de 8 ans. Ok, mais alors il faut mettre des moyens en place pour accompagner ça, j'imagine. Qui doit faire ça, l'UCI? Oui. Tout d'abord, les parents. Il y a quand même encore des parents qui sont responsables jusqu'à qu'ils ont 18 ans. Ils ont 18 ans. Mais naturellement, il y a beaucoup de parents qui aiment l'argent, qui oublient les faiblesses de leurs enfants parce qu'ils aiment l'argent. On voit beaucoup de problèmes dans le foot, que les parents consomment l'argent des garçons. Vous disiez il y a quelques minutes que ça vous a parfois posé problème, votre déclaration. On sait notamment, la presse française vous avez épinglé par rapport à Julien Alaphilippe. Ce sont des choses qui se sont réglées? À Marion. À Marion aussi, oui. Tu m'as rien. J'avais pas dû faire ça. J'ai reconnu ça. Mais je vois ce que je vois. Et vous êtes un homme vrai qui fait partie de cette ancienne génération où effectivement on dit ce qu'on pense. C'est la bonne attitude à avoir ou il faut parfois... C'est 100 fois que tu dis quelque chose, peut-être il y a 1-2 fois que tu avais mieux fait de peser tes mots. Mais je suis correct, je pense, et direct, et honnête. J'ai payé les coureurs pendant 1 an parce qu'ils étaient blessés, qu'il y a un règlement que pour 3 mois, tu enlèves 50% du salaire, après 6 mois, 100%, j'ai jamais fait ça. Vous connaissez des patrons qui font ça? Je n'ai pas donné les noms. C'est des grandes équipes. Ah oui. Et c'est vrai qu'on en voit de plus en plus des coureurs qui ont difficile à revenir. Il y a eu des cas connus, je ne sais pas s'ils ont été payés ou pas, mais des Bernal, Tao Gegenhardt, etc., des gens qui mettent longtemps à revenir d'une blessure et qui ont parfois difficile à retrouver leur niveau aussi. C'est là qu'il faut savoir... Et tu vois après, parfois, qu'ils sont reconnus aussi. Ils n'expriment pas parce qu'ils ne peuvent pas. Mais ils sont reconnus. On va vous demander un peu votre regard sur le cyclisme belge et les grands noms de ce cyclisme belge. Vous savez combien de victoires a remporté Remco pour la Soudal Quick-Step? 50. 59, plus 8 titres internationaux pour l'équipe nationale. Remco. Remco vous pardonnera, j'en suis sûr. Vous pensez quoi de son choix de changer d'équipe? C'est son choix, comme vous dites. Vous l'avez compris? Oui ou non? Mais si je regarde en arrière, toute sa carrière, même comme footballeur, il a fait ça. Donc il estime que c'est plus assez, il change? Ouais, je peux comprendre que vous en avez marre d'un entourage. Et bon, je peux comprendre si vous êtes ambitieux, que vous pensez que l'herbe est plus verte à l'autre côté de la route. Malheureusement, comme vieillard, j'ai beaucoup su qu'un coureur, il change pour l'herbe verte et qu'après 2 ans, il demande à revenir. Si j'espère pas que ce sera le cas pour Remco. Mais il y en a. Il y avait eu beaucoup de rumeurs déjà les années précédentes, on peut le dire maintenant, vous étiez encore manager, est-ce que c'était concret ou pas? Est-ce qu'il avait déjà refusé des offres? C'était emmerdant. J'ai même porté plainte à l'UCI, parce qu'il y a le règlement que même l'UCI, aujourd'hui, ils en foutent de leur propre règlement. Un jour, Patrick Evenepoel était devant moi avec un fax de M. Deng déjà, concrète avec tout ce que Bora, c'était pas encore un bon. J'ai pris l'avion, c'était dans le Covid, j'ai pris l'avion à Tenerife, que Remco sur le terre. J'ai dit, c'est quoi? Il a dit, jette ça dans la poubelle, j'ai pas vu. J'ai dit, oui, je vais le jeter dans la poubelle. Merci pour la fidélité. Mais tu l'as vu. Et ça n'a jamais plus arrêté. Donc, Covid, c'était quand? 2020, 2021 déjà, oui. Voilà.
Vos relations avec Ralph Denk ne sont pas meilleures depuis? Je le déteste. Il a eu de la chance, mais bon, il faut avoir de la chance dans la vie. Mais c'est pas correct pour vous, c'est... Ah non, il y avait un règlement. Moi, j'ai eu une fois beaucoup de merde avec Franck dans le 94, mais depuis, pourquoi j'ai pas pris Wout van Aert? Parce qu'il y a un contrat. Et j'ai dit, Wout, quand vous payez votre contrat, vous êtes le bienvenu. On te veut. Il n'a pas fait, il a signé chez Jumbo. Résultat, il a une amende encore à payer de 600 000. Qu'il n'a toujours pas. Ils sont en cassation. Mais, moi, honnêtement, j'ai rien contre Wout, au contraire. Moi, j'espère que les gens qui font ça, qui ne respectent pas le règlement, qu'ils vont payer. S'il y en a encore 3 parties, moi, Narvaez, c'est super coureur, maintenant il est acheté. Il est écouté d'Ecuador à 18 ans, que personne ne le connaissait, même 17. Il voulait aller avec Sky parce qu'il y avait Uran, tout ça. Et j'ai téléphoné à Dave Brailsford, j'ai dit, écoute, j'ai un problème. J'ai un jeune là, Narvaez, qui veut partir, est-ce que vous payez? Il a dit oui, j'ai payé, toc. J'ai fait une facture, il a payé, tout ça. Il y avait l'accord entre nous, et Lucie a accepté. Et ça, c'était une proposition, comment on dit, ennemie. Il n'a pas respecté le règlement. Ouais. Et Lucie, pourquoi ils disent rien? Parce qu'ils ont peur de Red Bull. S'ils font procès, Red Bull a des moyens pas limités. Lucie, ils ont un procès contre Red Bull. Ils sont en faillite, Lucie. Ils n'ont pas beaucoup de moyens. Hein. Ouais, et on sent que de plus en plus, il y a des transferts comme ça qui sont difficiles à dénouer. Il y a eu des Reggie, par exemple, cet hiver, qui est passé de Israël Startup. Je n'ai pas bien suivi, j'ai vu des montants que je dis. C'est demandé 20 millions pour avoir un. Ouais. À Ayuso, pareil, on parlait de beaucoup de millions. Mais je pense à Ayuso, ils ont laissé partir. Peut-être avec une amende. Parce que moi, j'ai téléphoné il y a 2 ans avec son père, qui est un homme très intelligent, qui parle parfaitement l'anglais, parce qu'ils ont vécu en Amérique. Il a dit, non, Patrick, je suis très content que vous faites ça, mais nous, on va respecter le contrat. Tandis que je savais déjà, non. Vous vouliez associer Ayuso et Remco? Mais Remco voulait partir. D'accord. Il y a 2 ans, donc on parle de 2024. Il faut déjà avoir un coup d'avance. Avoir des munitions frais avant que tu jettes l'autre. Ça veut dire que si Ayuso avait été intéressé, Remco serait peut-être parti 1 an plus tôt de la Soudal Quick-Step? Ça, je ne dis pas, mais si la misère a déjà commencé il y a 4-5 ans, tu ne dois pas être très intelligent pour comprendre le stress qu'il avait. Pour continuer sur le cyclisme belge, on en a déjà un petit peu parlé, il y a cette fusion Lotto-Intermarché. On sait qu'à une époque, il y a aussi eu des rumeurs de fusion entre vous et la Visma. Comment vous l'avez vécu? Vous l'avez dit, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le cyclisme. Non, parce que je suis bien placé. J'ai fait 3 fusions dans ma vie. JBMJ, GB était le 2e sponsor, Tonton Tapi le premier, vous vous souvenez, qui est en faillite. Et puis en Italie, il y avait Del Tongo, MJ. Del Tongo est arrêté, parce que tout le secteur de meubles était en crise. Et MJ est repris, donc JBMJ. Après, j'ai fait la fusion avec Farfrit. Farfrit a appelé Peter Post, ils ont dit, bon, il y a des gens qui ont fait la merde de l'équipe. On a autant de budget pour 2 ans. Vous sauvez l'équipe ou on paye tout le monde, on s'arrête. Non, moi j'ai encore eu 2 ans Farfrit, mais il n'y avait pas question qu'ils allaient continuer. Donc ça c'est 2. Et j'ai encore fait un AV, Omega Pharma Quick-Step. Et forcément, il y a toujours de la casse quand il y a une fusion. Il y a des victimes. Il y a des victimes, sans doute. Je pense tout d'abord au personnel, parce que ce sont des gens qui travaillent
1800 € par mois, qui ont aussi une famille, une maison à payer. Il y en a qui restent sur la rue, Ouais, le ouais. meilleur non, ou ceux qui savent Se leur vendre, défendre le meilleur ouais. avec les paroles. Et c'est pareil avec le coureur. Hein. C'est ça. On revient au cyclisme belge. Wout van Aert, vous en avez parlé, vous avez eu des contacts avec lui. Comment vous voyez l'évolution de sa carrière? Il y a tant de supporters maintenant, tout le monde a envie de le voir gagner un grand monument pavé. Est-ce que vous pensez que ça lui arrivera? Il sera le popo des cyclistes dans l'avenir, non? Il a eu beaucoup de malchance. Ouais. Il est très talentueux, il est très fort. Le jour qu'il a fait ce truc-là au Tour de France, qu'il a fait coincer Tadej Ah oui, non, oui, d'accord. dans la montagne. Ouais, ouais. Et quand tu le vois physiquement, il est fort. Il est fort aussi Mentalement. ici, parce qu'avec tout qu'il a vécu, pour survivre ça, chapeau. Est-il capable encore de gagner un grand monument pavé Je pense, oui. Oui, même avec Pogacar et Van der Poel. Pourquoi pas. Paris-Roubaix, dedans. Oui, oui. Paris-Roubaix plus que le Tour de Flandre, peut-être? C'est ce qu'on entend souvent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ce sont des suggestions. Dans la théorie et la pratique. Et parfois, tu fais une tactique, il y a une grande chute et ton tactique est au terre. Il faut toujours avoir un plan B. Bien sûr. Autre coureur belge, Arnaud Delis. On sait que c'est quelqu'un que vous avez C'est un suivi cas aussi. qui m'intéresse beaucoup, Mhm. puisque à l'époque, le grand manager de l'auto, le français, il a dit que Arnaud ne voulait pas venir chez moi parce que j'ai un dick que je suis arrivé à la maison de lui avec un hélicoptère. Tandis que mon fils avait besoin de voler, qui est le pilote. Mhm. Et j'ai téléphoné à Arnaud, j'ai dit, est-ce que vous avez une petite place où je peux enterrer? Parce que c'était 300 km. Et en voiture, c'est 3 heures sans bouchon, qui est presque impossible à la maison. Ouais. Et là, j'étais en 1 h 15. Et que le père, je ne sais pas qui trouvait que j'avais un décalage. Je n'ai pas senti ça quand j'étais là. C'est un futur vainqueur de grandes classiques, Arnaud? Je pense qu'il a tous les moyens, mais c'est quelqu'un qui doit être bien mené. Hein. C'est ça. C'est clair. Ouais. Vous disiez tout à l'heure que Paul Magnier, parfois, n'était pas assez méchant. Et Arnaud Delis a dit ça, je pense, pendant le Tour de France l'année passée, qu'il devait être plus Ouais. méchant aussi dans les sprints. Vous avez Vous êtes- expliqué ça à un départ. C'est le grinta. Hmm. On termine toujours le podcast par des petits pronostics. On vous en demande 3. Vous n'avez pas encore dit que vous n'étiez pas Madame Soleil. Mais on vous demande quand même 3 pronostics. Est-ce C'est que, bien que vous me rappelez. Si, parce que c'était un pari qu'on s'était fixé. À quel moment vous alliez le dire? est-ce que Pogacar va gagner Milan-San Remo ou Paris-Roubaix cette année? Les 2 monuments qui lui échappent. Physiquement, il est plus proche de Sanremo, mais ce mec est capable à tout. Donc, apparemment, Milan-Sanremo est devenu plus facile pour tout le monde, Ouais. parce que parfois on voit 30 coureurs au Oui, pied du c'est vrai. Poggio. Donc, je dirais qu'il va plutôt, avec sa physique qu'il a, gagner Paris-Roubaix que Sanremo. Est-ce que Van Der Poel peut battre Pogacar au Tour des Flandres? Oui. Et est-ce que Remco peut s'approcher du niveau de Pogacar en 2026 avec ce transfert? On sait que c'est son ambition, il le dit Au Tour lui-même. de France. Au Tour de France ou Liège-Bastogne-Liège, Lombardie? Mais où, le Monsieur Lombardie? Liège, il a déjà gagné, hein, 2 Oui, fois. mais pas contre Pogacar. Ouais, mais c'est pas sa faute qu'il n'était pas là. Oui, Non, bien non. sûr. Mais Donc, donc, est là, donc, Remco pas. donc si Tadej est à 100% et Remco à 100%, est-ce que Remco peut être plus près de Tadej que l'année passée? Je vais être dans mon fauteuil à regarder. Remco, Liège, ça, il tient particulièrement. Là. Ouais, Ça va être photo finish. d'accord. Hein. Ce serait beau. Et au Tour de France, est-ce qu'il peut franchir un cap, Remco? J'espère, il n'est pas vieux. Hein. Non. Normalement, un athlète, il est au meilleur à 28 ans, Et ça, 27. ça reste la haute montagne, son point d'interrogation, comme on le dit depuis le début de sa carrière, ou c'est faux, ou c'est autre chose? Et Merckx alors, Ouais. il avait 74 kilos, autre époque. Mhm.
Maintenant, c'est vrai qu'ils sont tous moins que 66 kilos, aussi Remco. Mais Tadej, il n'est pas si léger. Hein. Non. Je pense qu'il pèse plus que Remco. Ouais. Il est plus lourd, oui. C'est le VO2 max qui compte. On parlait, pour conclure, on parlait du mental et des carrières qui sont difficiles. Remco a commencé pas vraiment tôt dans le cyclisme, mais en tout cas professionnel dès 19 ans. Est-ce que vous pensez qu'il peut être assez résistant pour faire encore une longue carrière avec toute la pression qu'il a? Ça dépend de lui. Comment il gère la pression. Comment il laisse, excuse-moi, les journalistes proches à lui ou non. On voit que Mathieu n'a pas ces problèmes-là. Ou bien, et c'est quelle presse qui met la pression à Remco? Plutôt les Flamands. Ouais. Bon, les Belges aussi, mais parce qu'il est belge, hein, bruxellois. Ouais. Mais il doit gérer la pression. Mais il aime bien, je trouve, de manière générale, se mettre la pression aussi. J'ai vu une interview hier. Tu vois, il est relax. C'est ça. Il a pris. Mais on verra s'il a perdu une course importante, s'il sera encore relax. Oui, merci beaucoup, Patrick Lefebvre, pour votre accueil. Merci beaucoup, Patrick. Radio Peloton.